Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment qu'on évite souvent, qu'on craint, qu'on cache, c'est la honte. Mais pas n'importe laquelle. La honte socialisante. Celle qui, contrairement à la honte toxique, peut devenir un véritable levier de croissance personnelle et relationnelle. Alors on va essayer de poser les choses tranquillement ensemble, sans forcément chercher à tout dire, parce que ce serait pas possible dans ce genre de format et avec ce genre de sujet. Mais on va quand même prendre le temps de dérouler des fils importants, ma foi. Commençons par un distinguo nécessaire, à mon sens. La honte, c'est pas toujours un poison. Il y a effectivement une honte pathologique, celle qui enferme, qui fait taire, qui ronge l'estime de soi, qui humilie. Celle-là, bien sûr, il s'agit de la reconnaître et de l'apprivoiser pour que elle ne s'infiltre pas insidieusement jusqu'à figer la personne, la réduire au silence ou provoquer d'autres effets délétères que peut engendrer une honte non régulée. Mais il existe une autre forme de honte qu'on appelle honte socialisante et elle joue un rôle fondamental dans notre construction. C'est celle qui se manifeste quand on réalise qu'on a peut-être blessé quelqu'un, qu'on a mal agi ou qu'on est en décalage avec les règles implicites d'un groupe ou d'une société. Et cette forme de honte, elle nous permet en fait d'ajuster notre comportement. Elle joue un peu le rôle de boussole morale. Elle est désagréable, bien sûr, mais elle est précieuse. Et c'est grâce à elle qu'on peut accéder à un autre sentiment qui lui aussi peut être mal compris, qui est la culpabilité saine. On pourrait presque parler de la honte comme d'une porte vers la réparation. La honte socialisante, quand elle est bien intégrée, elle nous ouvre l'accès à la culpabilité constructive, celle qui nous dit « tu peux réparer, tu peux t'excuser, tu peux faire mieux la prochaine fois ». C'est finalement une émotion profondément éthique, profondément liée à notre capacité à vivre en collectivité. Freud parlait des 3 grands interdits sociaux, le meurtre, l'inceste et le cannibalisme. Et on pourrait dire que la honte socialisante, c'est ce signal qui nous indique intérieurement qu'on s'en approche ou qu'on les aurait transgressés d'une certaine manière, ou du moins que notre comportement a pu être perçu comme tel. Alors oui, on est bien d'accord, il y a généralement une grande distance entre un faux pas relationnel et une transgression majeure, et heureusement, mais ce que cette forme de honte, la honte socialisante, nous signale, c'est pas tant la gravité du geste que l'alignement ou non entre ce qu'on a fait et les valeurs relationnelles qui nous animent, nous traversent. C'est cette dissonance-là, parfois légère, ou parfois plus profonde, que la honte socialisante vient vraiment éclairer. Parce que la honte socialisante, elle pointe, c'est pas une faute morale objective, c'est le sentiment intime qu'on a manqué quelque chose, qu'on aurait pu faire mieux, plus juste. C'est un guide, et pas un juge. Mais on parle toujours de la honte socialisante, parce que la honte toxique, elle fonctionne plutôt comme un juge. Sans cette honte-là, donc la honte socialisante, il n'y aurait pas d'autorégulation, il n'y aurait pas de cadre interne, et du coup il n'y aurait pas de collectif non plus. Donc c'est finalement une émotion profondément relationnelle. La honte, d'ailleurs, on l'éprouve toujours en lien avec un autre avec un grand A, mais dans notre intimité, dans nos chairs, dans nos sensations les plus subtiles. Tandis que la culpabilité, elle a davantage la réputation d'être en lien avec l'autre, avec un grand A, parce qu'elle est plus sociale qu'intime. Elle est faite pour s'exprimer, se partager, bien qu'elle puisse aussi avoir cette tendance à renfermer celui qui la porte et lui faire parfois prendre de mauvaises décisions qui souvent l'enlisent encore davantage plutôt que de rouvrir des espaces de co-création et de relation. En d'autres termes, la honte s'infiltre profondément dans notre expérience corporelle et émotionnelle, là où la culpabilité, elle s'articule davantage dans la dynamique interpersonnelle. Donc la honte touche à l'être, à l'exposition de soi. La culpabilité, elle, concerne davantage l'agir, ce qu'on a fait ou pas fait. L'une est un tremblement intime, l'autre une tension vers l'autre, vers la réparation possible. Donc on a besoin des deux, finalement. On a bien souvent honte dans le regard de quelqu'un, même impersonnel, ou dans l'idée de ce que l'autre avec un grand A pourrait penser. Et c'est ça qui la rend si puissante, cette émotion. Elle parle de notre inscription dans le tissu social, elle est un rappel que nous sommes des êtres de lien et que nous n'évoluons pas seuls, mais surtout que nous n'existons pas seuls. Winnicott le disait déjà de l'enfant, en disant que le bébé n'existe pas seul, on peut en dire autant de l'adulte.
ou de l'adolescent, ou de la personne âgée d'ailleurs. C'est donc pas un sentiment à fuir à tout prix, ni à survaloriser, hein. C'est juste un signal, c'est juste un outil. Mais encore faut-il savoir le lire et le contenir. Et c'est là qu'on en vient à la gestion de la régulation du dosage de l'équilibre. Comme souvent en psychologie, la clé n'est pas dans le plus ou le moins, mais dans la régulation. Quand il y en a trop, de la honte, la personne s'effondre. Elle devient silencieuse, effacée, parfois même paralysée. Ça, c'est plutôt une honte toxique, souvent héritée d'environnements humiliants ou très contrôlants. Mais quand il n'y en a pas assez de cette honte socialisante, on peut avoir affaire à des comportements envahissants, destructeurs, voire psychopathiques, sociopathiques, parce qu'il manque de la conscience de l'autre, de l'altérité. Entre les deux, il y a cette possibilité d'un juste équilibre. Un endroit où la honte socialisante devient un rappel doux mais ferme. Là, tu peux mieux faire. Pas pour être parfait, pas pour correspondre aux attentes, mais pour rester dans une relation de qualité à l'autre et du coup à soi. Alors dans la thérapie, qu'est-ce qu'on en fait? En séance, ce sujet, il est incontournable. Au moins pour vérifier qu'il ne pulse pas en filigrane, histoire de ne pas louper quelque chose d'essentiel. Même si elle agit en arrière-plan, cette honte, elle peut saboter silencieusement l'avancée du travail si on ne la repère pas. Là, on va beaucoup parler de la honte destructrice, en fait, mais qui se confond souvent puisqu'on a très peu d'éducation sur cette distinction entre la honte socialisante et la honte destructrice. Donc il va falloir faire aussi ce travail de psychoéducation avec nos patients, puisque nombre de patients sont aux prises avec une honte, alors pas forcément pathologique, mais en tout cas toxique, destructrice, et souvent par contre bien ancrée. Mais dans certains cas, c'est aussi l'absence totale de honte qui questionne. Donc parfois c'est même en thérapie que la honte socialisante va pouvoir émerger pour la première fois dans un espace sécurisant où elle peut être nommée, contenue, transformée en moteur relationnel et là où elle ne devient pas le déclencheur d'un effondrement massif. Parce que quand il n'y a pas assez d'honte socialisante chez la personne, en général c'est qu'il y a un risque d'effondrement assez majeur. Et c'est tout le travail qu'on va faire en thérapie à cet endroit-là qui va permettre dans certains cas de recontacter une forme saine de culpabilité et de honte socialisante bien sûr, et donc de responsabilité. Cette responsabilité qui permet de reprendre sa place dans le lien sans s'écraser, sans suradapter, mais sans écraser l'autre non plus au passage. Pour mieux accompagner la honte socialisante, je trouve qu'il est très utile de s'appuyer sur la théorie des émotions de base développée par Jacques Panksepp, le système émotionnel qu'il nomme Grief Panic, donc tous les systèmes émotionnels qu'il a vus, il a pu les déterminer grâce notamment à des études en IRM fonctionnel, donc au niveau scientifique c'est vraiment béton. Et donc le système émotionnel qu'il nomme Grief Panic, donc qui est proche du registre de la tristesse, c'est justement celui qui permet l'accès à l'empathie, à la compassion, et qui ouvre ensuite la voie au système CARE, qu'il a nommé le système CARE, qui est en fait celui du prendre soin. Et comprendre ce fonctionnement émotionnel, savoir comment ces systèmes se corrégulent, me semble fondamental, enfin en tout cas depuis que moi j'y ai accès, je trouve ça fondamental pour un accompagnement vraiment le plus fin et éthique possible. Surtout qu'encore une fois, les bases scientifiques sont très 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 solides. Donc ça lie clinique et neurosciences. Si tu veux approfondir ce sujet, je t'invite à découvrir la formation que j'ai appelée les émotions en thérapie, apport et application clinique des neurosciences affectives, parce qu'elle est encore en prévente sur l'espace-de-l'être.com et elle te permet de découvrir une formation où neurosciences et clinique, comme je disais tout à l'heure, se rencontrent au service de la pratique thérapeutique, puisqu'on va y parler de toutes ces émotions, de leur fonctionnement, de leur dysrégulation, et bien évidemment des perspectives thérapeutiques pour pouvoir les accompagner, chacune d'entre elles, et aussi toutes leurs interconnexions, pour pouvoir les accompagner en thérapie avec nos patients de manière la plus juste possible, tant cliniquement que scientifiquement. En conclusion, la honte socialisante, c'est pas très fun, mais c'est sacrément utile. Elle nous oblige à penser à l'autre, à penser au groupe. Elle permet de structurer notre conscience morale et elle nous ramène à notre humanité relationnelle. Rien que ça. Alors au lieu de chercher à la fuir ou à la détruire, peut-être qu'on peut progressivement apprendre à la rencontrer de temps en temps, à la reconnaître quand elle apparaît et à l'écouter avec discernement pour pouvoir se repositionner, prendre conscience de nos besoins insatisfaits et se mettre en quête de notre alignement. Ça fait partie de cette quête.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet t'a parlé ou si tu veux continuer à explorer ce genre de réflexion, pense à t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube, à liker, à partager autour de toi, bien évidemment. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à noter ce podcast ou cette chaîne YouTube ou à m'envoyer un message sur Instagram par exemple, à @lejardin du psy. Tes retours sont toujours très précieux et très appréciés. À très vite pour un prochain épisode.